ici ce soir à l'Hôtel des Galifets pour cette soirée consacrée à la gastronomie. Et vous savez qu'on est dans la semaine de la gastronomie italienne dans le monde, partout dans les consulats, dans les ambassades, dans les instituts culturels, partout dans le monde, on fête la cuisine italienne et la gastronomie italienne. Donc ce soir, on le fait ici à l'Institut, comme on l'a fait l'autre jour au consulat, et il y a plusieurs manifestations. Nous, on a déjà fait un atelier de cuisine l'autre jour. Ce soir, on a décidé de proposer cette réflexion autour du thème de la diplomatie et de la gastronomie. L'idée, c'est de dire, est-ce que la cuisine italienne est-elle notre meilleure ambassadrice? Et pour discuter de tout cela, on a trois invités, avant tout Lorenzo Kilgren-Grandi de Sciences Po, qui nous a aidé à organiser cette soirée, qui a organisé la soirée avec nous, Simone Cinotto, qui vient de l'Université de Bra et est un historien de l'alimentation, de la culture, de la gastronomie, et Paolo Marchi, vice-président de l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Vous voyez ici, plus ou moins, une peinture qui se trouve au Metropolitan Museum de New York. On voit le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, le prince de Talleyrand, dans son studio qui se trouve ici à côté, et qui avait dit à Napoléon, donnez-moi des bons cuisiniers, je vous ferai des bons traités. Monsieur Talleyrand a continué à servir la France en tant que chef de gouvernement du roi Louis XVIII. Et avant de partir pour le congrès de Vienne, avait dit au roi, « Sire, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites. » Et en effet, c'est bien ce qui s'est passé. À Vienne, Talleyrand s'est rendu avec Antonin Carême, qui est connu comme le roi des chefs, le chef des rois, avait déjà reçu l'admiration du tsar de Russie Alexandre Ier. Et en effet, on pense que le travail fait dans la cuisine, de diriger les cuisines pour représenter la France, a en effet aidé de quelque sorte la confirmation de la France en tant que puissance à plein titre dans les concerts des nations européennes. Quand on parle d'une cuisine nationale, comme c'est le cas ici, il faut lier ces concepts à deux autres. En effet, c'est l'identité, celui de l'identité. Quand on parle de cuisine italienne, bien évidemment, on s'identifie à la cuisine italienne. On a un sentiment d'appartenance. D'autre côté, il y a l'essence des différences, la perception des différences par rapport à l'autrui, par rapport à d'autres traditions et pratiques culinaires. C'est-à-dire que quand on définit une cuisine nationale, il faut les rencontres, il faut l'échange avec ce qui se trouve à l'extérieur des frontières nationales. Et cet échange a été vraiment très fécond au cours des siècles, ça s'est toujours passé. Et en effet, bien que c'est possible de définir l'origine, au moins à partir de l'Antiquité, de certains produits, c'est bien difficile de juger l'originalité d'une recette. Une recette est souvent le résultat d'une hybridation des rapports entre différentes traditions, et on va voir ça plus tard. Les relations entre ces pays ont été bien sûr toujours favorisées et aidées par les corps de diplomates. Et une des pratiques diplomatiques les plus célèbres du passé, on commence avec la Renaissance aujourd'hui, c'était bien celle des mariages entre les maisons royales. Et l'exemple ici, peut-être quelqu'un de vous l'a déjà reconnu, c'est Bona Sforza, fille du duc de Milan, Sforza, une famille qui régnait à l'époque à Milan, et qui s'est mariée en 1518 avec les rois de Pologne et grand-duc de Lituanie, Sigismond Ier. Ça, c'est un mariage qui ne signifie pas seulement l'arrivée en Pologne de la reine avec ses conseillers, mais aussi d'un grand nombre de cuisiniers et des jardiniers. On voit ici une photo du jardin que la reine avait fait construire sur les toits du château de Wawel à côté de Cracovie. Dans ce jardin et dans d'autres endroits de la Pologne, la reine avait commencé à faire cultiver des ingrédients qui étaient répandus en Italie, mais qu'on ne connaissait pas vraiment en Pologne.
Et cela, ça peut se voir en effet avec l'influence de la reine italienne. Ça se voit en effet si on prend en considération les noms, que les ingrédients qui ont été amenés ont encore maintenant en Pologne. Par exemple, la tomate, en polonais, ça se dit pomidori. Les citrons, c'est limonia. Les gâteaux, c'est torte. La salade, c'est salata. Et les choux-fleurs, calafiore. Mais peut-être le plus amusant de tous ces noms, c'est celui de la salade des concombres. Une assiette qui amenait la reine bonne à se souvenir de son temps en Italie. Et alors, elle a pris l'exclamation qu'elle prononçait à chaque fois qu'elle mangeait cette assiette, c'est-à-dire « miseria ». Et ça reste encore comme ça. Et là, une expérience très similaire pour ce qui concerne la cuisine française, et bien évidemment, s'est vérifiée 15 ans plus tard avec la reine Catherine de Médicis, qui s'est mariée avec l'héritier au trône, les dauphins, qui deviennent ensuite Henri II. Et avec elle, à sa fois, arrivent les jardiniers, arrivent les cuisiniers. C'était bien sûr à l'époque la tradition qu'une reine possède ses propres cuisines, ses propres cuisiniers. Et là, il y a un grand débat, en effet, sur ce qui est l'influence de la cuisine italienne sur la France. Il y a des historiens qui se disputent un peu sur cela. On peut voir ici quelques exemples pour ce qui concerne le raffinement de la table, tout d'abord. La reine Médicis a introduit, en effet, la fourchette, qui à l'époque était considérée inutile pour la préparation des mets, mais non pas pour la consommation. L'assiette individuelle en faïence, là on voit avec les monogrammes de la reine, et les services des verres et carafes en verre de Murano. Et c'est pas bien sûr que pour les raffinements de la table, mais c'est aussi pour le contenu. Voici quelques ingrédients qui arrivent avec la reine: les marrons glacés, les nougats, les sorbets et bien sûr les panettone, qui est le symbole un peu de la gastronomie de Milan. Cette arrivée de la reine n'est pas perçue de manière très positive partout. Par exemple, Montaigne considère l'utilisation de la fourchette ridicule parce qu'il suffit d'utiliser une serviette essuyée pour s'essuyer les mains entre un service et l'autre. On voit ici la voie en 1700 encore, il y a un souvenir plutôt pas très positif de l'époque où régna la reine italienne. On voit en effet que le raffinement de cette table en termes d'ingrédients est perçu de manière très positive par Louis Jacou, qui était protestant, qui a écrit la définition de cuisine dans la première édition de l'encyclopédie du 1751. Maintenant, je suis très content d'être ici avec mes collègues et j'aimerais donner la parole à mon collègue professeur Cinotto pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé en même temps dans la table des migrants. On a vu la table des rois, ce qui étaient les représentants des institutions, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la table des gens qui s'est déplacés, partaient de l'Italie et allaient vivre à l'étranger? Grazie, buonasera. Stranamente ho capito la domanda. J'ai compris étrangement la question. Sì. Infatti prima di iniziare volevo scusarmi di non parlare in francese. So un pochino di francese, ma vi farei ridere e dovrei ricorrere al linguaggio italiano, più italiano di tutti, quello dei gesti. Donc avant de commencer, je voulais me présenter mes excuses parce que je ne parle pas français. Je pourrais essayer de parler en français, mais il faudrait que je mélange avec de l'italien et surtout avec ce qu'il y a de plus italien dans l'italien, c'est-à-dire le langage des gestes. So, non retour e migrazione. Probabilmente diciamo la cucina italiana e la cucina francese nel mondo sono tra le più popolari e conosciute, però hanno seguito due percorsi di mobilità molto diversi. Dei professionisti dell'alta cucina francese fin dalla tradizione
del XIX secolo e dell'Ottocento hanno portato in giro per il mondo questa idea di cucina francese come cucina alta. Donc la cuisine française et la cuisine italienne sont sans doute parmi les plus populaires et les plus connues dans le monde, même si elles ont connu deux parcours très différents, puisque pour la cuisine française, ce sont d'abord les grands cuisiniers qui ont apporté la cuisine un peu partout dans le monde à partir du XIXe siècle. Mentre la cucina italiana, o un'idea di cucina italiana, quella forse più popolare, è stata portata in giro per il mondo da una massa di cuochi anonimi, non professionisti, molte volte poveri o addirittura analfabeti, molti di questi in realtà donne. Tandis que la cuisine italienne est beaucoup plus populaire, elle a été portée dans le monde par une masse de cuisiniers qui étaient anonymes, pauvres, parfois analphabètes et souvent des femmes. E nonostante queste condizioni molto difficili di partenza, questa popolazione di immigrati rurali, appunto cuochi non professionisti, non colti, nonostante ciò, questa è una specie, secondo me, una specie di miracolo, hanno inventato un modello culturale di grandissimo successo che è importantissimo per l'identità italiana nel mondo, nella diaspora italiana e anche verso i non italiani in ogni angolo della terra. Malgré ces conditions difficiles de départ, le fait que c'était des gens donc, qui venaient d'un monde rural, peu cultivé, c'était pas des professionnels, il y a eu une espèce de miracle qui s'est produit puisque cette cuisine a beaucoup participé au modèle culturel italien, non seulement au sein de la diaspora italienne, mais aussi chez tous les non-italiens et dans à peu près tous les endroits du monde. Prima di tutto voglio dire che quando si parla di immigrazione italiana si parla di uno dei movimenti umani più significativi della storia. Dal 1876, quando il nuovo Stato italiano, l'Italia è stata formata nel 1861 e Roma capitale nel 1870. Nel 1876 lo Stato italiano ha cominciato a prendere le statistiche dell'immigrazione. Quand on parle d'immigration italienne, on parle d'un des mouvements les plus importants de l'histoire, à partir, on va dire, de 1876, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à prendre les statistiques. Pour rappel, l'État italien date de 1861 et Rome est devenue capitale en 1870. Al 1976, quando per la prima volta il saldo migratorio è diventato positivo, più persone arrivavano in Italia di quante persone andassero via dall'Italia. Un siècle plus tard, donc le solde migratoire est devenu positif, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de personnes qui arrivaient en Italie que de personnes qui la quittaient. Donc juste un siècle plus tard, 1976. 27 milioni di persone hanno lasciato il paese, cioè un po' di più dell'intera popolazione italiana al momento dell'unità, come se un intero paese se ne fosse andato. En fait, ce sont 27 millions de personnes qui ont quitté l'Italie, c'est-à-dire un peu plus de la population de l'Italie, même au moment de l'unité, c'est-à-dire que c'était comme s'il y avait un pays entier qui avait quitté l'Italie. E per molti migranti alla svolta del Novecento, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, il motivo per partire era in realtà la fame, la scarsità, la povertà, la mancanza di cibo. Et pour beaucoup d'émigrés, paradoxalement, surtout à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e et au début du 20e, ce qui a fait la raison du départ, une des principales raisons du départ, c'était précisément la faim, c'est-à-dire la pauvreté et donc le manque de nourriture. Inoltre, dobbiamo dire che quando gli immigrati partivano alla fine dell'Ottocento non esisteva neanche un'idea di cucina italiana. Et il faut dire bien sûr qu'à la fin du 19e siècle, lorsque les immigrés partaient d'Italie, il n'y avait pas une idée de la cuisine italienne. In ogni regione si mangiavano cose diverse, il contadino del nord mangiava la polenta di mais, il contadino del sud mangiava il pane nero. Chaque région avait ses propres traditions et donc le paysan du nord mangeait la polenta faite de maïs et celui du sud mangeait du pain noir. E infatti molti di questi immigrati si emigrarono in paesi dove trovarono effettivamente più e migliore cibo, una dieta migliore. Et beaucoup d'entre eux, effectivement, se sont retrouvés dans des pays où ils retrouvaient une plus grande variété et de meilleure nourriture.
c'era per esempio un proverbio tra i migranti piemontesi in Francia che faceva Francia paradiso della pancia. Et il y avait par exemple un proverbe parmi les migrants piémontais en France qui disait la France est le paradis de la panse, du ventre. Voilà, France et panse, ça rime, en italien. Diciamo, con questa relativa abbondanza alimentare, con questo cibo a disposizione, gli immigrati italiani, quindi per la prima volta in luoghi come quella è la Little Italy di New York nel 1905, vedete che c'è un mercato dove la popolazione è al 90% italiana, immigrati di diversi posti d'Italia, diverse regioni d'Italia, per la prima volta si trovarono a interagire e a scambiarsi idee sul cibo e culture alimentari locali. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette abondance relative de nourriture, et là on a donc une image de Little Italy à New York en 1905 avec le marché, pour le quartier de New York qui était peuplé à 90% d'Italiens. En fait, pour la première fois, on avait des gens qui venaient de différentes régions d'Italie et qui se retrouvaient à échanger des recettes et des traditions culinaires. E quale tipo di cucina italiana inventarono? Una cucina che rispondeva ai loro bisogni sociali, cioè venendo da, voglio dire secoli, ma da una realtà di povertà, ma con idee gastronomiche significative, cercarono di replicare nel quotidiano la loro cucina dei giorni di festa e la cucina dei ricchi del loro paese. Et donc quel type de cuisine ils ont inventé? Bien, c'est en fait ce sont des besoins sociaux. Ils venaient d'une réalité qui était celle de la pauvreté depuis des siècles, et en fait leur idée c'était de reproduire avec une idée véritablement gastronomique, de répéter la cuisine des plats de fête qui était la cuisine des riches. Così utilizzando ingredienti ricchi, per esempio la carne. Un esempio è il piatto più famoso della cucina italo-americana, spaghetti with meatballs. Ok? Vuole tradurre? Par exemple en utilisant des boulettes. Par exemple en utilisant donc des ingrédients riches comme la viande qui était peu utilisée, et donc les spaghetti et boulettes qui sont le plat italo-américain par excellence. Okay. Così, le polpette ovviamente esistono tradizionalmente in Italia, in molte regioni d'Italia, e sono un metodo molto economico per utilizzare gli avanzi. Si prende qualsiasi tipo di carne della sera prima, la si trita finemente. Les polpettes existent à peu près partout en Italie, et donc c'est la façon la plus économique d'accommoder le reste. On prend la viande de la veille et on la coupe très finement. Con del pane ammollato nell'acqua o nel latte e un po' di aglio e prezzemolo per renderlo gustoso. Et donc on le mélange avec donc du pain trempé dans du lait ou de l'eau, de l'ail et du persil, et on mélange tout ça. Così le polpette che faceva la mia nonna, per esempio, erano delle piccole palline da golf che appunto fatte utilizzando tutto quello che c'era e mangiate come secondo piatto. Et donc les boulettes que faisait ma grand-mère, c'était effectivement des petites balles de golf, et elle mélangeait tout ce qu'elle trouvait de la veille, et on cuisinait comme ça. In America le polpette, la ricetta tradizionale italo-americana per fare gli spaghetti con le polpette vuole 3 diversi tipi di carne, vitello, manzo e maiale, okay. E la dimensione delle polpette è una palla da baseball. Donc aux États-Unis, en fait, les boulettes sont avec 3 types de viande, le veau, le porc et le bœuf, voilà. Et c'est beaucoup plus gros puisque c'est la taille d'une balle de baseball. Okay. Tutto questo messo sopra dei piattoni di pasta e salsa di pomodoro. Pasta, dico la pasta secca industriale, non quella fresca fatta in casa, e salsa di pomodoro fatta dalle scatole di pomodoro, che per gli americani era il cibo tipico italiano. In realtà per gli immigrati italiani era una novità, perché erano prodotti che si compravano sul mercato e a casa loro non potevano mangiare. Et donc
tout ça sur des gros plats de pâtes qui étaient des pâtes industrielles et pas des pâtes faites à la maison, et là des tomates en boîte qui pour les Américains sont typiquement italiens, alors que pour les Italiens eux-mêmes c'était une nouveauté puisque effectivement ils découvraient ces tomates en boîte. Così questa cucina aveva questa importanza sociale perché voleva dire la fine del bisogno. Okay? Quando dei visitatori borghesi visitavano le comunità immigrate in America, trovavano questa cucina volgare, troppo grassa, troppo speziata, troppo piccante, ma dal punto di vista degli immigrati stessi era una cucina che invece riempiva, ricca, soddisfacente, abbondante, con cui organizzavano grandi pranzi in famiglia nella comunità. Donc il faut comprendre que cette cuisine avait une importance sociale parce qu'elle représentait la fin du besoin, la fin du manque de nourriture. Et quand des visiteurs bourgeois venaient aux États-Unis, ils trouvaient cette cuisine vulgaire, cette cuisine trop épicée, trop piquante, trop grasse. Alors que pour les Italiens émigrés, c'était une cuisine au contraire qui était riche, qui était abondante et qui signifiait effectivement des repas abondants et satisfaisants. Questo tipo di cucina privata, domestica, con questo tipo di gastronomia, questo tipo di valore sociale che rappresentava gli italiani come comunità molto legata alla famiglia, valori familiari, valori comunitari, eccetera, è stata poi presto, finita l'immigrazione di massa, popolarizzata dai ristoranti che hanno fatto, i ristoranti italiani all'estero hanno fatto un po' anche loro un sommario di diversi piatti della cucina italiana, formando dei menù che i non italiani riconoscevano appunto come italiani. Questo solo dico solo questa cosa italiana. Questo è un esempio del ristorante La Biella, Rue de Provence, Paris, anni 50, e vedete questa vedete appunto questo sommario di piatti di diverse regioni italiane sistematizzate in un modello riconoscibile et intéressante pour les clients français. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette cuisine qui était au départ une cuisine privée, une cuisine domestique, qui avait une valeur sociale pour les Italiens parce que, qui marquait cet aspect communautaire des Italiens, très attachés à la famille, aux traditions familiales. Une fois que l'émigration de masse a été terminée, cette cuisine-là s'est popularisée auprès des non-italiens à travers les restaurants. Et donc qui refaisait une sorte de résumé de tous les plats qui, aux yeux des non-italiens, pouvaient représenter l'Italie, avec évidemment les différentes régions qui étaient représentées. Et là, vous avez un exemple d'un restaurant des années 50 à Paris, où vous retrouvez différents plats de différentes régions italiennes, et effectivement, c'est l'image, pour les non-italiens, de la cuisine italienne. Merci beaucoup, professeur, pour ces... Merci beaucoup pour ce voyage. Ce rapide voyage dans la table, les pratiques et les recettes des migrants italiens. Et justement, il y a une troisième partie de la cuisine italienne à l'étranger qui manque. Et merci d'avoir fait cette connexion. C'est bien celle qu'on mange dans la table des restaurants. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans la table des restaurants italiens? Quelle est leur contribution à la perception de la cuisine italienne à l'étranger? Pour cela, je suis très content d'avoir ici M. Marchi, qui pas seulement le vice-président de l'associazione Ambasciatori Italiani del Gusto, mais aussi le créateur et directeur de Identità Golose, Festival de la gastronomie internationale à Milan. Et donc, je lui laisse volontiers la parole pour avoir une perspective aussi sur la table des restaurants. Merci. Merci, bonsoir. E parlo italiano, finiti in francese. Mi puoi mettere su le mie immagini? Volevo ringraziare molto per l'invito, perché è molto bello essere invitati a parlare di creatività italiana, perché in genere non si riconosce agli italiani una creatività in cucina. Cioè noi siamo quelli della moda, delle auto, eccetera, eccetera, ma sulla cucina siamo tradizione, ed è un po' la nostra gioia, un po' la nostra dannazione. Je
je suis très content d'être là pour parler de créativité italienne, parce que la créativité italienne est rarement associée à la cuisine, elle est souvent plus associée à la mode et à l'automobile. Et quand on parle de cuisine, eh bien on parle plutôt de tradition, ce qui est à la fois notre joie et notre damnation. Sì. È stato molto bello il discorso del professor Cinotto, perché si è partito sulla povertà della cucina italiana. La Francia è andata per potenza e noi siamo andati nel mondo per povertà, e la verità è che noi siamo un popolo di camerieri. Qua, che è un mestiere bellissimo, fare i camerieri, sia ben chiaro. E qua ne ho portati 3, questo Silvio Maccioni, Le Cercle a Parigi, ha chiuso definitivamente poche settimane fa, e è stato il ristorante dove andavano tutti i più grandi della finanza, della politica di New York. Trovare un posto lì era incredibile, però i cuochi erano tutti francesi, perché lui diceva che gli italiani non sanno organizzare una cucina. Alors, la France a été un pays qui a exporté sa puissance. Nous, on a exporté notre pauvreté, l'Italie. Et donc, je dirais que l'Italie a été un pays de serveurs. C'est un très beau métier. Je vais en présenter 3. Donc, uno è Silvio Maccioni, qui est donc Silvio Maccioni. Tony May e San Domenico di New York, ha chiuso un anno fa. Tony May qui est à New York et qui a fermé il y a 1 an. E Arrigo Cipriani, lui esiste ancora, è l'unico italiano che è proprietario di 30 ristoranti nel mondo, che è un grandissimo numero, però tutti e 3 loro sono ristoratori, non sono cuochi. Et donc le dernier, Arrigo Cipriani, est le seul Italien qui a 30 restaurants dans le monde, ce qui est énorme. Et donc je tiens à dire que ce ne sont pas des cuisiniers tous les 3, mais des restaurateurs. E l'avete visto dall'età, è tutta gente che viaggia sugli 80-90 anni, e c'è stato uno stacco incredibile adesso nel mondo. Finalmente negli ultimi 10-15 anni tu hai non solo degli italiani che sono andati a cucinare nel mondo per scelta et non per povertà. Donc vous voyez que ce sont des personnes qui ont maintenant entre 80 et 90 ans, et depuis 10 ou 15 ans, donc on n'a pas seulement des cuisiniers qui sont partis par pauvreté mais par choix. E così come ci sono tantissimi, poi vi farò vedere qualche foto, stranieri, cioè americani, altri, di altre nazioni, che hanno scelto di fare cucina italiana e non più cucina francese, che era la scelta di tutti praticamente nel mondo. Et donc, comme il y a beaucoup effectivement de restaurants italiens, il y a beaucoup de non-italiens, comme des Américains par exemple, qui ont choisi de faire de la cuisine italienne plutôt que de la cuisine française, qui était jusqu'à une période récente le choix privilégié par tous. E il più famoso di tutti è Umberto Bombana, è un bresciano, spero che non sia bergamasco, vado a memoria, 8,5, lui è l'italiano con più stelle Michelin nel mondo, poi alle Michelin ci arriviamo, tra Hong Kong, Singapore e Macao, ne ha uno da 3 stelle, uno da 2 e uno da 1, e lui è un italiano, fa cucina italiana nel mondo, chiamato da un finanziere cinese. Alors, Umberto Bombana. Bombana, qui est donc de Brescia, ce n'est pas de Bergame, j'espère ne pas me tromper, qui est le chef le plus étoilé d'Italie, qui a un restaurant 3 étoiles à Hong Kong, un 2 étoiles à Singapour et une étoile à Macao. E Bergamo, sì, infatti. Molto in mente quando ho detto Brescia, scusate. E Alain Ducasse lo conoscete, il grandissimo cuoco francese. E lui è un simbolo per tutti i cuochi italiani, perché è l'unico che riesce a fare un sistema, lui, Robuchon e pochi altri, di portare la cucina francese nel mondo. Un giorno gli chiesero perché non fa un ristorante gourmet in Italia, e disse una verità, dice: voi italiani non vi siete ancora messi d'accordo sul tempo di cottura di una pasta al dente, e se arrivo io mi massacrate, che sono francese. Donc Alain Ducasse qui reste un symbole pour des cuisiniers aussi italiens avec Robuchon, parce que c'est quelqu'un qui a exporté la cuisine française partout dans le monde. Et un jour on lui a demandé pourquoi tu ouvres pas un restaurant gourmet en Italie. Il a dit: mais vous Italiens, vous êtes toujours pas mis d'accord sur le temps de cuisson de la pasta al dente, et si je vais là-bas vous allez me massacrer. E questo fa capire quanto è difficile per i nostri cuochi fare cucina italiana, perché la pasta al dente o il riso al dente, certe cotture sono solo nostre. Se uno va a vedere, il riso è l'alimento più mangiato nel mondo, ma lo mangiano tutti i scotti, la paella, il riso basmati e così. Per cui se già un genio come Ducasse si arrende, figuriamoci
una persona normale come fa a capire la nostra cucina? Alors, il faut comprendre que la pasta al dente ou le riz al dente, c'est quelque chose qui dépend véritablement de la personne. Et donc, le riz, par exemple, est l'aliment le plus mangé dans le monde, mais partout, on le fait beaucoup trop cuit. Et donc, il faut vraiment, si quelqu'un comme Lucas se rend et ne refuse de cuisiner les pâtes ou le riz à l'italienne, imaginez qu'un cuisinier normal ne peut pas le faire. Adesso vado un po' più veloce, così vado su dei piatti dopo, se andiamo avanti. Mario Battaglia lo conosciamo tutti, Massimo Bottura è il cuoco italiano che ha vinto i 50 Best l'anno scorso. Adesso vado a farvi vedere un piatto che è molto importante, questo qua, la pasta e fagioli. Eravamo venuti io e lui qua 7-8 anni fa a Parigi a una fiera. C'est les pastas et fagioli, donc pâtes avec les haricots. J'étais venu donc dans une foire à Paris il y a 7 ou 8 ans. E avevo portato 6 cuochi italiani, ognuno doveva fare un piatto preciso italiano. Donc j'avais amené plusieurs cuisiniers italiens, 6 ou 7, et chacun devait faire un plat italien. E Bottura è un cuoco che tutti i suoi piatti sono una reinvenzione, un ripensamento delle lasagne, delle tagliatelle, dei piatti dell'anguilla, cioè piatti, sapori tipicamente italiani ma ripensati in una chiave completamente diversa. Donc Bottura est un peu un spécialiste de prendre des plats traditionnels italiens comme les lasagnes et tagliatelles et de les refaire complètement, de les repenser, de les réimaginer. E il problema cos'è? Che quando tu mangi un piatto nuovo tutti si ricordano, hanno avuto una mamma, una nonna, una moglie, una fidanzata, qualcuno con cui ha fatto l'amore e ha mangiato quel piatto. E quel piatto è il piatto più buono ed è difficilissimo che trovino il piatto di un cuoco più buono di quello appunto di sua moglie, della sua fidanzata e di una mamma. Le problème, c'est quand on reprend un plat comme celui-ci, on a tous un souvenir d'une grand-mère, d'une mère, d'une fiancée, de quelqu'un avec qui on a fait l'amour une fois, qui nous a fait ce plat et qui, évidemment, est le meilleur du monde. Et c'est très difficile qu'un cuisinier puisse concurrencer quelqu'un avec qui vous avez eu un rapport intime. E allora abbiamo inventato questo. Gli ho detto, tu fai la pasta e fagioli, la vedete quella a gauche, no? Nel piatto grande, che è il piatto classico, e la servi e la fai mangiare e tutti sanno cos'è. Alors j'ai dit, voilà, tu fais ce plat, pasta e fagioli, et tu fais manger et tout le monde saura ce que c'est. L'altro invece si chiama, nel bicchierino, si chiama compressione di pasta e fagioli. Et donc à droite, c'est la compression de pasta e fagioli dans le verre. E dentro c'è la parte marrone, così, è il fagiolo, è un purè di fagioli. Donc la partie marron qui est au-dessus, c'est une sorte de purée de haricots. Sotto ha messo una crema di pasta, ha messo delle schegge di parmigiano. Donc en dessous c'est une crème de pâte avec des éclats de parmesan. E sopra un'aria di formaggio. Et au-dessus du fromage. Sono praticamente gli ingredienti della pasta fagioli resa più ricchi col foie gras. Et donc ce sont pratiquement les ingrédients de la pasta fagioli où on a ajouté du foie gras. E questo perché? Perché ha detto la parte dei fagioli è mia nonna. Donc la partie avec les haricots, c'est ma grand-mère. Così, la parte del foie gras è Ducasse, è Robuchon, è la grande cucina francese, la Royale. Et donc la partie avec le foie gras, c'est Ducasse et Robuchon, c'est la grande cuisine française. E l'aria invece è Adria ed è la creatività spagnola, la modernità della cucina spagnola. Et donc la partie haute, c'est la créativité de la cuisine espagnole. Così, tutto in un bicchiere, per cui affondando un cucchiaino tu mangi 2 secoli di storia, mangi 3 cucine in una cosa sola. Et donc en fait tout ça dans un verre, ce qui fait que si on plonge une cuillère dans ce verre, en fait on mange 2 siècles et 3 pays. E alla fine non avevamo spiegato, abbiamo chiesto a tutti i presenti quale avessero preferito. Et tutti hanno preferito la compressione. Et donc on a demandé après aux gens qu'est-ce qu'ils ont préféré et en fait tous avaient préféré la compression. Perché c'è il foie gras, ci sono cose più ricche, c'è un grande pensiero. Et parce qu'il y avait le foie gras qui est une chose plus riche. Però il problema è che non sempre tu puoi spiegare i piatti della creatività. Et le problème c'est qu'on ne peut pas toujours expliquer les plats créatifs. E se vedete, adesso aspettate, vediamo se questo va indietro, è molto più facile spiegare un tiramisù. C'est plus facile d'expliquer un tiramisu. Questi sono gli spaghetti con le meatballs Ce sont les spaghetti avec les boulettes dont on a parlé tout à l'heure. E tutti lo capiscono. Et tout le monde comprend ce que c'est.
così. No, questo per dire quanto è difficile per noi italiani, quando andiamo all'estero, fare una cucina diversa, perché tutti, francesi, tedeschi, tutti sono abituati alla pizza, al panettone, all'ossobuco, così, e lo amano, e sono contenti di questo. Tout ça pour dire que c'est très difficile quand on parle à l'étranger de faire une cuisine différente parce que tout le monde, les Français, les Allemands, sont habitués à l'ossobuco, à la pizza, al panettone, et ils apprécient ça comme étant la cuisine italienne. E questo è il grande sforzo per il futuro, e manifestazioni come la settimana della cucina italiana aiuteranno a far capire che c'è una generazione nuova di cuochi. Donc ça c'est notre grand effort pour le futur, et des manifestations comme la semaine de la gastronomie italienne sont effectivement des occasions pour faire comprendre qu'il y a une nouvelle génération de cuisiniers. E adesso qua la faccio veloce, scusate, devo andare indietro un attimo. Qua per dire Luca Fantini è un italiano stellato a Tokyo. Paolo Fantini est un restaurateur qui a une étoile à Tokyo. Paolo Casagrande ha 3 stelle a Barcellona da 2 anni. Et Casagrande a 3 étoiles à Barcelone depuis 2 ans. E Carlo Cracco, adesso questo è famoso, ma è un discorso lungo che lascio perché sennò non c'è più tempo. E Giovanni Passerini è qua a Parigi come da Stern. Da Stern Solia Lime e lui da Passerini, ristorante. Mark Latten era il cuoco del posto americano, ha 4 stelle sul New York Times. Il a 4 étoiles, donc Mark Lagner sur le New York Times. Ha lasciato il ristorante del posto, che è il ristorante italiano più premiato negli Stati Uniti. Donc quitté le restaurant El Posto qui est le restaurant le plus italien le plus prestigieux aux États-Unis. E aprirà una catena di centinaia di ristoranti di pasta. Il a ouvert une chaîne de centaines de restaurants qui font des pâtes. E questo per capire come molto spesso noi italiani siamo stupidi. Ça c'est pour faire comprendre pourquoi nous Italiens, nous sommes souvent très stupides. Per cui abbiamo gli americani che si sono presi la pizza, gli americani si sono presi il caffè espresso, si stanno prendendo la pasta, e fra un po' si prendono il panino, che è italiano. E sì, il panino è italiano, il panino del mondo è italiano e in Italia è milanese. Et donc, en fait, les Américains ont tout pris, la pizza, le café express sur les pâtes, et bientôt ils prendront le panino, parce que le panino est vraiment italien. Perché siccome siamo individualisti non riusciamo a fare un sistema. Parce que comme nous sommes individualistes, nous n'arrivons pas à créer un système. E questo, diciamo, è una cosa un po' negativa. Il nostro grande limite, scusa, vabbè, questa è stata un'edizione di Edita Goloso, ma lasciamo stare. Cos'è il nostro grande problema? Le guide. Notre grand problème, ce sont les guides. Guida Gambero, Guida Espresso, Identità Golose sono io. Identità Golose, donc le guide sur la gauche, c'est moi. E cos'è il problema? Che sono stampate e scritte in italiano, una lingua che parla 60 milioni di persone. Le problème, c'est qu'ils sont imprimés, écrits et imprimés en italien, et c'est une langue qui est parlée par 60 millions de personnes. E anche prima di internet nessun straniero comprava una guida italiana per leggerla in una lingua che non conosceva, quindi comprava la Michelin. Oui, donc les gens, même avant, achetaient le Michelin. E vabbè, noi siamo passati online e va bene, perché il futuro è il web. Nous sommes donc allés sur la toile parce que le futur c'est ça. E questa può essere la grande opportunità per noi italiani C'était une grande opportunité pour di nous. far conoscere i nostri grandi cuochi, perché il web costa molto meno della carta stampata. C'était une grande opportunité donc pour faire connaître nos grands chefs italiens parce que la toile coûte beaucoup moins cher que le papier imprimé. E la grande forza, la grande nazione nostra è questa qua, poi ho finito, la guida Michelin. Grande force était le guide Michelin, Italie. L'Italia è il paese dopo la Francia con più stelle Michelin, 350 e qualcosa. L'Italie est après la France le pays qui a le plus d'étoiles, 350. Però cos'è? È la Francia che giudica noi italiani, cioè non siamo noi italiani che diciamo quali sono i nostri più grandi cuochi, ma è la Francia col suo sistema eccezionale, io lo ammiro. C'est clair. Donc c'est le système c'est la France qui juge les Italiens et non l'inverse, avec son système, son organisation que j'admire. E noi per forza, quando andiamo all'estero, non possiamo dire sulla guida dell'espresso o piace a me. Quante étoiles? 1, 2, 3, ok, va bene.
c'est bon. Et donc, nous, quand on va à l'étranger, on ne peut pas se servir du guide de l'espresso et dire, voilà, j'aime bien celui-ci ou celui-là. Il faut qu'on se serve effectivement du guide Michelin. Ma la Michelin fa gli interessi della Francia. La Michelin fa gli interessi della Francia. Le guide Michelin sert les intérêts de la France. Per cui diciamo che noi italiani abbiamo iniziato a camminare adesso con una nuova cucina nel mondo, come i francesi 100 anni fa, 80 anni fa, per cui abbiamo un futuro tutto per noi. Grazie. Et c'est pour ça que nous avons commencé depuis 50 ans ou 80 ans les Français ont commencé il y a 100 ans ou 80 ans à lancer une cuisine internationale, ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est pour ça que le futur nous appartient.